on se retrouve maintenant donc pour la deuxième vidéo concernant le système de réception HD, le Bytefrost de Fatshark. Donc sur cette vidéo, on va traiter donc du montage du système et des différents réglages et mises à jour de firmware. Donc bon, on a vu l'écran, la caméra, le petit système à intégrer. Donc là, je suis parti d'un drone maison. C'est une petite conception maison, rien de bien particulier. Donc voilà, j'ai la base du drone qui est faite, hein, classique, avec un stack ici, qui est déjà paramétré. Et donc du coup, je me suis dit, plutôt que mettre la caméra devant comme d'habitude, et d'avoir les hélices qui passent devant le champ de la caméra, je me suis dit qu'en termes d'image, et en qualité d'image, on aurait à gagner à avoir une caméra qui soit en dehors du champ des hélices. Donc du coup, j'ai dessiné un petit système. Voilà, j'ai fait une petite plate là, top plate en impression 3D. Hein. Bon, c'est un drone que je ne destine pas à faire de la course, mais à essayer de faire quelques images. Et puis surtout, un drone qui est là surtout pour tester différents éléments. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de monter la caméra au-dessus. Donc j'ai dessiné un petit truc en TPU, hein, pour installer la caméra en format 19 mm de largeur. Donc comme ça, une fois que ça sera monté, on aura la caméra ici et l'antenne là et possibilité de monter la GoPro. Et le système, le VTX, lui, il va se monter directement ici sur le stack. Donc là, rien de plus simple. On a juste à l'enficher ici. Et là, sa place toute trouvée. En plus, lorsqu'on aura fait le montage, qu'on aura mis la plaque du haut, on voit qu'on a encore un petit peu de place, ça touche pas, donc il y a la place nécessaire. Je crois que les entretoises, je dois être sur du 30 mm, il me semble, de mémoire. Donc voilà, sur du 30 mm, ça passe. Alors, quelques soudures plus tard, voilà ce qui a été fait. Donc sur le câble qui va de la cam au VTX, d'accord, le câble, donc on avait la partie alimentation qu'il fallait souder, donc j'ai soudé directement ici sur l'arrivée de la queue. Donc voilà, ça c'est pour la partie alimentation. Après ici j'ai récupéré, donc j'ai soudé deux petits câbles sur l'UART 3 pour aller relier directement le VTX donc sur les deux ports ici pour la partie OSD. D'accord, donc voilà, l'UART 3 directement là. J'en ai profité aussi pour souder des câbles pour une autre cam, autre que celle fournie de base, donc on ne peut pas utiliser le câble d'origine. Donc les soudures, il faut les faire par derrière, sinon la moindre petite soudure ici, ça va empêcher de mettre la fiche du câble. Donc j'ai fait les petites soudures derrière, donc c'est simple, hein, on a juste besoin de la masse, du 5 volts et du signal vidéo. Donc voilà, j'ai mis un petit câble en plus. Donc le câble en plus arrive directement ici sur une cam donc, que j'ai installée. Là ici c'est une Cadix. Donc voilà, là c'était juste pour avoir la longueur du câble. Donc maintenant je peux la défaire. Voilà, donc ce câble là il va rester. Et ici j'ai installé donc la Runcam de base avec son câble qui passe ici à travers et donc qui arrive là en bas, sur lequel je vais pouvoir donc maintenant installer par dessous, mettre en place le VTX, brancher le câble d'origine. Voilà, donc ici le VTX est installé, ici on a la partie donc OSD. Là on va pouvoir maintenant brancher la partie, donc après je vais serrer, hein, mais ça je le ferai en vidéo. Je vais pouvoir installer l'antenne, d'accord, pour pouvoir finir dans cette position là. Alors, dès la mise sous tension, il effectue un scan automatique des fréquences et on peut voir, alors je ne sais pas si c'est bien net pour vous, mais je vais pouvoir vous décrire. Ici en fait on a le petit pavé qui correspond au joystick qui est derrière. Et en fonction des positions qu'on met sur le joystick derrière, si on le pousse à droite, à gauche, en haut, vers le bas,
Donc ça utilise les fonctions. Les fonctions ici changent au fur et à mesure que vous rentrez dans les menus. Ici on a donc la barre de scan qui est terminée. Ici on a on air, je ne sais pas si vous arrivez à lire. On air, en fait, à la mise sous tension, il détecte quels sont les émetteurs actuellement sous tension et qu'il a identifié. Comme là mon quad n'est pas sous tension et qu'il n'y a pas d'autres personnes à côté de moi qui utilisent ce système, il ne repère rien. En dessous, il affiche le last channel, c'est-à-dire le dernier canal qui a été utilisé. Dans mon cas, c'est le canal en haute définition, en haute qualité, le canal numéro 1. Sur l'écran de droite, on voit en fait l'état des différents canaux. Channel status. Donc les canaux en haute définition, on a le canal 1, 2, 3, 4. Ici, ils sont tous en dessous. Ça veut dire qu'au niveau interférence, on n'a aucun problème actuellement sur les 4 canaux. Donc on peut choisir celui qu'on veut. Mais si je mettais mon quad sous tension, on verrait qu'ici, direct, on aurait le canal 1 qui monterait, etc. Et donc en fait, pour le choix des canaux, plus la barre est basse, mieux c'est. Il vaut mieux utiliser, donc là moi je suis dans un environnement sain, hein, que ce soit en haute qualité ou en basse qualité, tous les canaux sont disponibles, les barres elles sont toutes en bas. Mais sur le terrain, si on est plusieurs à voler, qu'il y en a qui utilisent de l'analogique, du numérique, etc., ce scan permet d'identifier quelles sont les bandes de fréquences qui sont qui peuvent être perturbées ou qui sont déjà utilisées, et celles qui sont le plus disponibles. Donc le mieux c'est quand même de choisir un des canaux sur lesquels la barre est tout en bas. Bon, ici tout est correct. Essayons de rentrer dans le menu. Donc petite pression vers la droite, ça le fait rentrer en fait dans l'écran où on va avoir l'image du quad. Actuellement j'ai rien de branché, donc je vais remettre une impulsion à gauche pour entrer dans les settings, dans les paramètres de réglage, pardon. Donc le premier paramètre qu'on voit en haut, c'est la qualité de la vidéo. Donc là elle est basée sur super fine. Si je mets une impulsion à droite, on va pouvoir rentrer dedans et dire bah, je veux super fin ou fin. À gauche on ressort. En bas c'est pour mettre un mot de passe. Alors cette histoire de mot de passe, de ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où on définit un mot de passe ici, si on est à 3-4 sur le terrain à utiliser le système Bytefrost, seuls ceux qui ont le mot de passe peuvent recevoir l'image. C'est-à-dire que pour capter sur mon écran, je vais devoir taper le mot de passe et hop, je pourrai voir la vidéo d'un collègue. Moi c'est ce que j'ai compris. Mais actuellement, Fatshark conseille de ne pas utiliser le mot de passe. A priori, ils ont des bugs avec ça, donc il vaut mieux ne pas y toucher. Donc là, pour formater la carte SD, pour l'instant, j'en ai pas inséré. On verra tout à l'heure avec la mise à jour du firmware. On peut la formater directement ici. Donc l'option juste en dessous, c'est le HDMI format. C'est-à-dire, on va dire, sur le port HDMI qui est là, on va dire, je choisis de faire une image en sortie qui est une image 4/3 ou 16/9. Pour ceux qui utilisent des Fatshark HDO, je pense que le mieux c'est d'utiliser 4/3, puisque le format des écrans OLED qu'on a dans les HDO, c'est un format 4/3. Avec les HDO 2, si je me rappelle bien la définition de l'écran, qui est nettement supérieure à celle des HDO, et plus adapté justement au Bytefrost, puisque en termes de définition, on est très proche de ce qu'est capable de faire le Bytefrost. Mais ça reste encore, je crois, un format 4/3 dans la nouvelle HDO. Donc après, il faut voir, parce qu'il me semble que le format natif de l'émetteur est un format 16/9. De toute façon, tout ce qui est HD, c'est au format 16/9. Donc après, il y a forcément une conversion pour le passer en 4/3, etc. Donc après, bon, il faut tester pour voir quel est le meilleur rendu sur les lunettes. Mais a priori, sur les Fatshark, ce serait du 4/3. Enfin, les Fatshark HDO, hein, parce qu'il y a des Dominator qui sont en format 16/9. Donc là, moi, je reste sur 4/3. Juste en dessous, le Record Mode. Alors, ça va pouvoir permettre de faire les DV1.
Donc on a soit l'option auto en haut ou l'option manuelle. En auto, dès qu'il capte une image d'un quad, les enregistrements vont démarrer automatiquement. Ou en manuel, donc on est obligé de jouer après avec le joystick pour lancer l'enregistrement. Moi je me mets en manuel. Le channel extérieur. Alors ça, il faut que je regarde sur la doc, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Mais vous avez deux options, off ou on. Alors en dessous reset, je suppose que c'est pour faire un reset de tous les paramètres, pour mettre en config d'origine. Et le about qui nous permet de faire d'afficher un petit peu des informations, comme là on peut voir en bas, on est en version CB20. Et aujourd'hui au niveau du firmware, on a une version CB22 qui est disponible. Donc au niveau de l'image, voilà à peu près ce que ça donne. Sur l'écran, en tout cas, l'image, elle est vraiment propre par rapport à... Alors, beaucoup vont dire, est-ce que cette image-là, est-ce qu'elle est mieux que le nouveau système DGI? Est-ce que c'est mieux que l'analogique, etc. Alors, de ce que je vois là sur l'écran, par rapport à l'analogique, il n'y a pas photo. C'est nettement mieux que l'analogique. Maintenant, est-ce que c'est mieux que le DJI? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas le système. A priori, sur DJI, l'image, elle est vraiment superbe, mais après, on a des problèmes de latence ou de l'image qui est souvent un peu floutée parce que il y a moins de bande passante, donc du coup, il réduit un petit peu. Mais je pense que pour les pilotes de raceurs, le pire, ça va être la latence. A priori, avec ce système-là, on n'aurait pas ce défaut-là. Donc maintenant, il faut faire le test sur le terrain. Alors essayons de voir un petit peu si on peut voir quelques menus affichés sur les réglages du VTX avec le petit joystick. Donc une petite pression sur le bouton de gauche et on accède directement aux paramètres de la caméra. Donc là, ceux qui sont familiers avec les RunCam, on reconnaît de suite le... Alors ça, caméra ID, c'est pour mettre un nom dessus. Je vais naviguer dedans, donc là les différents réglages, je vais insérer une carte SD parce que ça nous évitera d'avoir toujours ce message à l'écran qui va nous gêner. Donc là on peut faire les différents réglages habituels de contraste, etc. Donc pour l'instant, moi je vais faire des tests en laissant tout d'origine. Voici. Est-ce que l'environnement, moi je vais mettre environnement quand même outdoor, c'est là où je vais voler. Donc on a automatique, auto 2, indoor et outdoor. Donc je vais mettre sur outdoor. Le langage English, moi ça me pose pas de problème. Save all, bien sûr. Alors maintenant on va regarder un peu le VTX, la puissance. Donc là ça va se passer sur le côté droit en restant appuyé plus de 3 secondes. Voilà, là on est sur la puissance 3, c'est-à-dire 450 milliwatts. Donc là je vais passer en 1 pour passer en 25 pour éviter qu'il chauffe quand même. En 2 on est en 200, en 3 on est en 450. Donc 1, je reste appuyé, le 8 s'est affiché et après ça s'est éteint. Donc à partir du moment où on reste appuyé et qu'on voit le 8 s'afficher, c'est qu'il a bien enregistré les paramètres. Et après l'afficheur s'éteint. Donc là je suis redescendu en 25 milliwatts. Mais là je sens d'ici un qu'à l'odeur que le VTX chauffe et donc je sentais un petit peu le chaud. Donc je vais tout éteindre, je vais relancer pour être sûr qu'il redémarre bien en 25. Voilà. Je vais retirer l'antenne quand même, qu'elle soit pas dans le champ. Donc voilà l'image. Moi je trouve l'image vraiment super propre. Je vais quand même faire l'essai de mettre les lunettes maintenant pour voir quel est le rendu dans les lunettes. Ah bah l'image elle est propre. Alors ce que je remarque de suite c'est que par rapport à l'écran,
Mon image, j'ai une image qui est moins large, bien sûr, parce qu'elle est au format 4 tiers, du coup, on voit un peu moins sur les côtés par rapport à l'écran. Il va falloir que je fasse le test de passer en 16 neuvième pour voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, j'ai une image qui est bien propre. Là, actuellement, j'ai aucune interférence, mais bon, il n'y a pas de mérite, hein, le quad est juste à côté, donc... mais l'image est vraiment, elle est bien définie par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même pas mal. En plus, dans les lunettes, j'ai aussi l'OSD qui s'affiche. Ce qui n'est pas évident, parce que quand j'ai lu la doc, j'avais un doute. Puisqu'ils disent que sur les sorties HDMI, il n'y a pas l'OSD, je sais pas trop quoi. Donc, bah si, c'est dans les lunettes, on a bien l'OSD qui s'affiche. Non, mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien avoir après sur le terrain, mais là, c'est pas mal. Je vais quand même essayer un petit réglage. Je vais quand même voir ce que ça donne si on passe la sortie en 16 neuvième. Ça vaut le coup de tester. Alors, HDMI format en 16 neuvième. Donc du coup, je bénéficie de la même vision que sur l'écran, c'est-à-dire que je vois avec la même largeur d'écran. Par contre, dans le sens de la hauteur, l'image a été étirée. Par exemple, l'armoire qui est en face, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus haute. Donc voilà, ça permet d'avoir le fauve agrandi, mais du coup, ça étire l'image vers le haut. Sur la qualité d'image, je ne vois pas de différence. C'est toujours aussi propre. Alors je sais que ici, lorsqu'on fait des appuis courts, ça permet de changer le canal. Je ne sais pas si vous voyez l'afficheur en face. On passe du canal 2, 3, 4. Donc on boucle. Alors selon si on est en HQ, on fait 1, 2, 3, 4. Si on est en LQ, on va jusqu'à 6, si je me rappelle bien. Il y a possibilité de modifier aussi ça. On peut étendre le nombre de canaux possible. Alors je me demande si cette option, c'est pas celle qui figure là. Alors on va rentrer le channel extension. À mon avis, ça doit être ça. C'est que, on va faire le test. Hein. C'est que lorsqu'on choisit cette option, alors moi au début j'avais cru que c'était channel extérieur. Bon, extérieur, ça veut rien dire. Mais je pense que c'est channel extension. Du coup, pour pouvoir bénéficier de plus de canaux disponibles. Et je pense que voilà, c'est exactement ça. Donc là, on voit bien. C'est dommage que ça reste pas. Par contre, ce serait bien que Fat Shark nous fasse quelque chose là-dessus pour qu'on puisse avoir le temps d'analyser et de regarder les canaux disponibles. Puisqu'ici, on voit que le 1 est celui qui est le moins occupé en HQ. Donc du coup, avec l'extension des canaux, on en a 12 en HQ et 12 en basse qualité. Après, sur la documentation, vous pourrez voir les différentes fréquences. Oui, ce que je regrette, c'est que on n'a aucune indication ici. Alors, en haut, on a l'indication de la bande du canal qu'on utilise. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en haut ici, j'ai marqué HQ1. Je trouve dommage qu'on n'ait pas un endroit où il nous affiche en fait la puissance, qu'on soit en 25 milliwatts, en 200 ou en 450. Alors, bien sûr, je comprends que si le quad est éteint, on ne puisse pas retrouver l'information, puisqu'il n'y a pas de communication entre le VTX et l'écran. Mais lorsque le tout est alimenté, à travers l'OSD, on pourrait très bien, le VTX pourrait très bien envoyer à travers l'OSD quel est son réglage de puissance. On pourrait avoir cette indication ici en haut de l'écran, par exemple. Moi, je trouve que ce serait pas mal de savoir sur quelle puissance on est, que ce soit affiché à l'écran. Après, bien sûr, l'idéal, ce serait même qu'on puisse, à travers l'OSD et à travers l'AFC, de pouvoir modifier la puissance directement avec les joysticks de la radio, comme on peut le faire avec les OSD Betaflight pour pouvoir faire des réglages. Bon, je ne sais pas si ça c'est possible, mais bon, ça peut être un petit plus. Mais la puissance là, franchement, ce serait quand même quelque chose de pas mal.
Je pense que j'ai fait le tour. Si je découvre d'autres fonctionnalités, j'en ferai une petite vidéo, je vous dirai ça. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on a passé en revue les différents éléments.